Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1996 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mardi 8 novembre avec des anniversaires et tout d'abord c'est l'ancien gardien du FC Barcelone, c'est Pinto, il fête aujourd'hui ses 47 ans, donc à l'époque c'était la doublure de Victor Valdés lors de la grande époque du FC Barcelone, bon anniversaire à lui. Il y a également Joko Lega, l'ancien joueur de Lille, le joueur anglais, il fête aujourd'hui ses 41 ans. Et pour finir c'est Matheus Doria, l'ancien joueur et défenseur brésilien de l'équipe de Marseille, il fête aujourd'hui ses 28 ans. On va parler du Real Madrid car le Real Madrid jouait hier soir, plutôt inédit vu que c'était lundi hier soir. Donc le Real se déplaçait du côté du Rayo Vallecano et ça s'est mal passé pour le Real Madrid avec une défaite 3-2 du côté du Rayo Vallecano. Les deux buteurs côté Real Madrid c'est Modric, penalty et un but de Militao, un but de la tête, mais ça n'a pas suffi vu que le Real Madrid a pris 3 buts dans cette rencontre. On peut voir les stats de la partie. Donc la possession et les tirs ont été plus côté Real Madrid, mais les tirs cadrés ont été plus côté Rayo Vallecano. Donc 15 tirs, 7 tirs cadrés, 3 buts alors que le Real Madrid trop brouillon devant les buts, plus de 16 tirs, ce qui est quand même pas mal, mais seulement 2 tirs cadrés, donc en plus ça a fait 2 buts, leurs 2 frappes cadrées, sinon voilà, toutes les autres frappes on finit bien sûr en dehors du cadre, donc voilà, si tu cadres pas, tu ne peux pas marquer de but, et ça a été un match à rebondissement, donc 1-0 pour le Rayo, ensuite 2-1 pour le Real Madrid, après 3-2 pour le Rayo Vallecano, et après ça n'a plus bougé, ce résultat de 3-2, et les unes aujourd'hui des journaux, on va dire du côté de Madrid, la une journal AS, donc le Madrid en gros perd la tête, voilà, par rapport à cette défaite, et on peut voir aussi la une journal Marca, qui est aussi un journal spécialisé sur l'équipe du Real Madrid, donc le géant était le Rayo, tout simplement. Voilà, le Rayo était supérieur à cette équipe du Real Madrid. Voilà, on peut voir le résultat, une victoire 3-2 pour eux. Et c'est tout simplement la première défaite pour le Real Madrid en Liga. Ils avaient déjà perdu, on le sait, en Ligue des Champions. Cette fois-ci, c'est la première fois qu'ils perdent dans le championnat espagnol cette saison. Donc le Real Madrid n'a encaissé aucun clean sheet en Liga cette saison avec Thibaut Courtois titulaire. Ils avaient réalisé un clean sheet, c'est avec l'une à la doublure quand Courtois était blessé. Mais c'est vrai qu'à chaque fois Courtois a gaulé, à chaque fois, il a pris des buts. En plus hier, il en a pris 3. C'est vrai qu'on le considère comme actuellement le meilleur gardien au monde. Il a remporté le trophée Yashin il y a quelques jours, mais voilà, il prend quand même beaucoup de buts. C'est la défense du Real Madrid qui est trop fébrile depuis quelques temps. Donc voilà, c'est vrai qu'une petite info qui se complique pour le Real Madrid. C'est une équipe qui marque pas mal de buts, mais elle en prend pas mal. Ça me fait penser au Paris Saint-Germain. Et un mot sur le match de Dani Carvajal. J'ai regardé un petit peu le match hier, jusqu'à peu près la 60e minute, je crois que j'ai vu tous les buts. Et Dani Carvajal, catastrophique hier, déjà celui qui cause le penalty, le but du troisième but du Rayo. En plus le penalty n'avait pas été bon parce que, c'était un arrêt de Thibaut Courtois, mais lui il était rentré dans la surface de réparation et du coup penalty à retirer. Donc un match catastrophique de Dani Carvajal. Il faut absolument que le Real Madrid se positionne sur un défenseur droit pour remplacer un Carvajal. Il a fait son temps du côté de Madrid et ça a été un nouveau match sans Karim Benzema. Je dis que Benzema est actuellement blessé. Les derniers matchs du Real, lorsque Karim Benzema était absent, c'est pas ouf. Seulement une victoire contre Séville. Sinon, les derniers matchs, donc c'est 2 défaites et un match nul, un simple méforme ou Benzema dépendance. J'ai l'impression que c'est la Benzema dépendance. Pourtant, il y avait une première en début de saison, il y avait aussi des absences de Benzema et ça s'était plutôt bien passé pour le Real Madrid qui avait enchaîné que des victoires. Mais là, sur les derniers matchs, c'est compliqué. C'est qu'il a manqué énormément, bien sûr, Karim Benzema qui a été remplacé par Rodrigo en numéro 9 hier, mais voilà, Rodrigo n'est pas Karim Benzema. Et l'état de Karim Benzema, les gars, n'aurait rien de préoccupant. Il est juste ménagé par le Real Madrid qui ne souhaiterait prendre aucun risque voilà, avec Karim Benzema. Donc il y a encore un match après-demain contre Cadix, ça sera le dernier match du Real Madrid avant la Coupe du Monde. Et il pourrait peut-être jouer, Karim, et nous, ça nous importe, bien sûr, c'est important pour nous, parce que nous, bien sûr, on le veut en équipe de France. Il faut qu'il arrive, bien sûr, frais à 100% et surtout pas blessé. On va parler de cette équipe du Rayo, les gars. Donc, ils ont gagné hier. Ils ont gagné aussi lors de la saison 2018-2019 1-0 contre le Real Madrid. Une équipe qui gêne souvent le grand madrilène. Et cette équipe du Rayo, sur ses, je crois, il y a 7 derniers matchs, c'est plutôt pas mal. C'est 4 victoires, 2 nuls et seulement une défaite contre Almeria. Donc, voilà, une équipe qui performe énormément. Ils sont comme actuellement 8e du classement de Liga. Et du coup, voilà, on peut voir la détresse, bien sûr, de Rodrigo. Et du coup, ça fait, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et ça fait le bonheur surtout du FC Barcelone. Les gars, le Barça, le nouveau leader de la Liga. Après la défaite du Real face au Rayo, les Catalans comptent 2 points d'avance sur leur grand rival. Donc voilà le classement après cette 13e journée, parce qu'il manquait ce match en retard du Real Madrid. Donc le Barça 34 points, le Real Madrid 32 points. Donc de toute façon, on sait que ça va se jouer certainement entre ces deux clubs-là pour le titre de champion de Liga, parce que l'Atlético, il reste encore pas mal de matchs, mais bon, l'Atlético a déjà 10 points de retard sur le FC Barcelone. Donc voilà, très bonne opération, on va dire, pour le Barça, que le Real Madrid s'est incliné,
hier soir, et les unes des journaux catalans, à la une journal Mundo Deportivo, le Barça leader voilà, par rapport à cette défaite du Real Madrid. On peut voir aussi la une du journal Sport, Bata Cazzo, je sais pas trop ce que ça veut dire, voilà, juste que le Real Madrid a été battu et que le Barça est bien sûr leader. Et le Barça, les gars, joue ce soir, c'est la 14e journée de Liga, donc ça sera un déplacement du côté de Osasuna, coup d'envoi 21h30 les gars ce soir. Donc voilà, le Barça peut vraiment valider cette première place avant de prendre la direction de la Coupe du Monde s'il s'impose ce soir contre Osasuna, comme ça ils seront sûrs de terminer premier. Et concernant ce match, les gars, on peut voir que Koundé sera encore absent les gars pour le dernier match du Barça. N'oubliez pas que Koundé, c'est un joueur d'équipe de France, la liste de Deschamps, c'est demain, et voilà, il devrait encore être forfait ce soir, Jules Koundé. Et le Barça, les gars, a encaissé, une petite stat au niveau défense, a encaissé seulement 4 buts en Liga après 13 journées. Le Real Madrid en a encaissé 13 en 13 journées, pour montrer les deux défenses. N'oubliez pas que le Barça a encaissé quand même 3 sur ces 4 buts encaissés contre le Real Madrid, cette équipe bien sûr qui est actuellement dauphin. Les autres rencontres du jour, c'est qu'il y a des gros championnats qui jouent aujourd'hui, comme la Bundesliga, les gars. Aujourd'hui, il y a Dortmund, Wolfsburg, il y a le Bayern Munich contre le Werder, ou même Stuttgart, Hertha Berlin. Donc c'est la dernière journée de Bundesliga avant la Coupe du Monde. Aussi en Serie A, les gars, il y a des matchs. Naples, Empoli, il y a aussi un AC Milan contre Cremonese, donc une équipe promue ce soir à 20h45. On parlera bien sûr de tous ces résultats demain. On va parler un petit peu de la Ligue 2 les gars. Hier le FC Metz joue contre l'AS Saint-Etienne et Metz s'est imposé 3-2 face à Saint-Etienne dans ce choc du lundi soir en Ligue 2. Donc l'AS Saint-Etienne est 19e ex-aequo avec le dernier qui ignore. Donc Saint-Etienne, c'est tout simplement une catastrophe. On peut voir les stats de la partie. On peut voir qu'il y a eu plus de possession, plus de tirs pour l'AS Saint-Etienne, mais c'est Metz qui a été plus efficace. 6 tirs cadrés, 3 buts pour cette équipe de Metz. Et Metz enfonce Saint-Etienne et Metz a remporté donc hier son 200e match à domicile en Ligue 2 depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, hier c'était une victoire. Donc pour célébrer ses 90 ans, le FC Metz signe sa 200e victoire en Ligue 2. Je vous parle à domicile, donc félicitations au FC Metz. Et on va parler de ce défenseur. Donc aucun défenseur n'a marqué plus de buts dans le jeu que le Messin Mathieu Hudol 3 cette saison en Ligue 2. Donc félicitations bien sûr à ce joueur qui est capitaine et aussi buteur hier du côté du FC Metz. Et un des plus grands monuments du football français continue de couler. C'est cette équipe de Saint-Etienne les gars, éliminée dès le 7e tour de la Coupe de France. Ils sont déjà sortis de la Coupe de France contre Rodez. Ils ont perdu je crois penalty, c'est fini pour eux. 19e de Ligue 2 et pire défense de Ligue 2 cette équipe de Saint-Etienne. Voilà le classement de cette après 14 journées de Ligue 2. Donc le Havre, Bordeaux, pour l'instant les deux premiers, et actuellement Saint-Etienne les gars, c'est vrai qu'ils ont commencé avec moins de 3 points, mais bon si on leur ajoute juste 3 points de plus, ils seraient peut-être 17e, voilà, donc ce serait pas ouf. Donc n'oubliez pas, c'est les 4 derniers qui descendent en National 1 la saison prochaine. On va parler maintenant de la Champions League. Hier, c'était jour de tirage. On revient bien sûr sur ce tirage. Et on commence avec le Paris Saint-Germain, le PSG Shop. Voilà, du très très lourd. C'est le Bayern Munich. Comme d'habitude, le Paris Saint-Germain n'a pas du tout de chance, on peut dire, lors des tirages. C'est tradition. Donc au parc des retrouvailles, la une journal l'équipe aujourd'hui. Encore un choc face au Bayern en février. Le PSG va recevoir au match aller le club allemand qu'il avait éliminé la saison dernière en quart de finale, mais contre lequel il avait perdu la finale de 2020. Donc voilà, c'est cette équipe du Bayern que le PSG affronte souvent quand même lors de ces dernières saisons de Ligue des Champions. C'est quasiment une finale avant l'heure, on peut dire, ce PSG Bayern Munich. Et pour vous dire les gars que le PSG n'a pas du tout de chance quand même en 8e. Donc les derniers adversaires en 8e de finale, donc il y a le Bayern cette année, il y a le Real Madrid la saison dernière et il y a eu le FC Barcelone en 2021. Si on revient encore en arrière, il y a eu Dortmund, Manchester United, le Real, le Barça et 2 fois Chelsea. Donc à chaque fois, voilà, c'est jamais des il n'y a pas de petite équipe en Ligue des Champions, mais c'est jamais des noms, on va dire, un petit peu moins prestigieux que du Barça, que du Real Madrid ou que du, Chelsea. Voilà, c'est toujours du très très lourd, ou le Bayern bien sûr. Donc voilà, c'est toujours très costaud les adversaires du Paris Saint-Germain. Et le match aller, donc ça sera le 14 février. C'est toujours une date que je me souviens, parce que le 14 février, c'est le jour de la Saint-Valentin. Toujours le PSG joue son 8e de finale. Donc ça sera PSG Bayern bien sûr, le jour de la Saint-Valentin. Bon, voilà, un match qu'on a le temps d'en parler parce que c'est dans à peu près 3 mois et voilà, c'est un gros morceau bien sûr pour Paris. Et le match retour, le gars, c'est prévu le 8 mars prochain, cette fois-ci du côté de Munich. Voilà, ça sera le match retour là-bas. Donc voilà, c'est compliqué bien sûr pour le PSG. C'est la Ligue des Champions. Si le PSG veut remporter sa première Ligue des Champions, il faut battre les meilleurs. Mais c'est vrai que niveau tirage, le PSG n'a pas beaucoup de chance. Je vous parlerai tout à l'heure d'une équipe qui a beaucoup de chance quand même lors des 8e.
Bref, on continue avec Paris. C'est pour nous très motivant. On a une équipe capable de battre le Bayern Munich. Luis Campos, dont le PSG va rencontrer le Bayern en 8e. Donc il a dit ça. Pour nous, c'est une grande opportunité de montrer une bonne démonstration à l'Europe et au monde qu'on est la meilleure équipe au monde. On a un grand coach, de grands joueurs. On joue bien. Voilà. Donc voilà, c'est vrai que le PSG joue bien. Mais le Bayern aussi joue très très bien. Et bien sûr, ça sera un gros choc de football. Et du côté de Munich, bon, eux, ils sont pas non plus contents. Voilà, Nagelsmann, il a dit après le tirage, on n'a pas vraiment été récompensé. N'oubliez pas qu'il finit 6 matchs, 6 victoires en phase de poule dans le groupe de la mort avec l'Inter et aussi le Barça. Ils tapent le PSG. Voilà, le PSG, c'était une équipe que personne ne voulait taper quand même. Donc du côté de Munich aussi, ils sont plutôt déçus de taper cette équipe. Donc voilà, eux aussi bien sûr, ils sont un petit peu dégoûtés. Mais bon, bien sûr, c'est la Ligue des Champions. Et cette fois-ci, pas de au revoir. Donc la nouvelle vidéo de Thomas Müller après avoir tiré le PSG. Souvenez-vous quand il avait tiré le PSG en la saison dernière. Donc il avait fait un petit message au revoir, voilà, parce que là, il y a 2 ans, le PSG avait été battu contre le Bayern en finale, et du coup il avait envoyé un petit pic au Paris Saint-Germain avant la double confrontation. On peut voir que le PSG avait éliminé le Bayern. Cette fois-ci, il n'a rien dit, il a juste dit voilà, que ce serait une belle confrontation, bien sûr, entre son équipe et l'équipe parisienne. Choupo-Moting, les gars, va retrouver ses anciens coéquipiers. Choupo-Moting qui marque but sur but actuellement du côté du Bayern Munich. Il va retrouver cette équipe du Paris Saint-Germain. Il faudra se méfier du nouveau Robert Lewandowski. Et une petite photo, souvenez-vous les gars, de Kimmich. Peut-être il est encore en travers la gorge, voilà, cette célébration. Et ce cri de Neymar avec Paredes à la fin du match, bien sûr, quoique le PSG avait éliminé cette équipe du Bayern Munich. Et la dernière fois que Kylian a affronté le Bayern en phase finale de Ligue des Champions, Kylian avait été buteur lors du match. C'était le match aller du côté de Munich. Et la création les gars du FC Bayern, donc en gros sur ses réseaux sociaux pour le tirage au sort, vraiment magnifique. On peut voir là, c'est avant le tirage, donc il y avait quelques Pokéball en gros. Donc Pokéball Paris, Liverpool, Bruges ou l'AC Milan. Donc du coup ça sera Paris, voilà, pour cette équipe du Bayern Munich. Et vraiment pour vous montrer les gars l'importance de la différence de but, l'équipe du Benfica, souvenez-vous, qui a terminé devant le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Regardez, ils héritent de qui? Ils héritent de Bruges. C'est pas pour dénigrer Bruges, mais bon, pour moi Bruges est inférieur à l'équipe du Bayern. Voilà, peut-être le PSG aurait terminé premier. Peut-être ils auraient eu enfin un tirage, on va dire, abordable vraiment en 8e, cette équipe de Bruges. Mais non les gars, ça sera le Bayern. Une autre très belle affiche les gars, c'est Liverpool contre le Real Madrid. C'est tout simplement la dernière affiche de la finale de la Ligue des Champions qui s'est jouée le 28 mai dernier. Donc voilà, très très gros choc. Donc nous assisterons à la revanche de la finale de la Champions League la saison dernière. Donc l'heure de la revanche a déjà sonné, surtout pour Liverpool, vu que le Real Madrid se sont imposés lors de cette finale. Et les dernières finales de la Ligue des Champions, nous reverrons 2 de ces 3 affiches en 8e de finale. Bayern, PSG, Real Madrid, Liverpool. Donc il y a déjà ces 2 gros chocs qui sont dès les 8e de finale de la Ligue des Champions. On va parler des autres affiches les gars. Leipzig contre Manchester City. Je parlais tout à l'heure d'une équipe qui avait pour moi beaucoup de chance en tirage en 8e. C'est cette équipe de Manchester City les gars. Regardez les derniers adversaires de City en 8e de finale. Donc là c'est Leipzig et le Sporting chaque année. Sporting, Gladbach, le Real, Schalke, Bâle, Monaco, Dynamo Kiev. Souvenez-vous ce qu'on avait dit avec le PSG, avec le Bayern, avec le Barça, avec Chelsea, avec le Real Madrid, tout ça. Puis regardez Manchester City. Donc c'est souvent des tirages vraiment très abordables pour cette équipe de City. C'est pas pour dénigrer non plus le RB Leipzig, mais pour moi City les gars va se qualifier tranquillement en quart de finale. Et la dernière fois que Christopher Nkunku a mis les pieds à l'Etihad Stadium, il a inscrit quand même un triplé malgré la défaite. Quand même, n'oubliez pas de Leipzig, un 6-3 du côté de Manchester City. C'était la saison dernière où le PSG aussi était dans le groupe. Le PSG avait terminé 2e et du coup City avait terminé en tête. Une autre belle affiche, AC Milan contre l'équipe de Tottenham. Donc on pense directement Hugo Lloris les gars contre Mike Maignan, les 2 gardiens de l'équipe de France, l'un contre l'autre, on va dire, lors de ce choc de Ligue des Champions. Antonio Conte aussi face à l'AC Milan, vu que c'est le coach de Tottenham, donc c'est 14 matchs, 10 victoires, 3 nuls et une défaite, plutôt positive pour l'Italien, parce que n'oubliez pas qu'il a souvent joué contre l'AC Milan, vu que c'était l'ancien coach de l'Inter Milan. Donc il a souvent joué bien sûr le derby, mais ça s'est plutôt bien passé, on va dire, pour Antonio Conte contre cette équipe de Milan. Maintenant on verra ce que ça va donner avec son équipe de Tottenham. Et Hugo Lloris les gars, de nouveau cette fois-ci avec Olivier Giroud, les deux aussi vont se rencontrer
lors de ce match, lors de ce Milan-Tottenham. Il y a aussi un Dortmund-Chelsea, une belle affiche, Dortmund-Chelsea. Donc Pulisic retrouve le club qu'il a révélé, bien sûr, cette équipe de Dortmund. Maintenant, c'est le joueur de Chelsea. L'Inter Milan contre l'équipe de Porto. Donc voilà, par exemple, le Barça aurait terminé deuxième de sa poule. Peut-être le Barça aurait eu Porto en Ligue des Champions. Bon, Barça jouera l'Europa League, on en parlera tout à l'heure des Blaugrana. Il y a un match très spécial, les gars, pour le spécial José Mourinho, tout simplement, parce que bon, il est entraîneur d'aucune de ces deux équipes actuellement, mais il a entraîné ces deux équipes dans le passé. Avec ces deux équipes-là, il a remporté la Ligue des Champions avec l'équipe de l'Inter et aussi avec l'équipe de Porto. Donc, ce sera peut-être un match que José Mourinho, bien sûr, regardera à la télé. Et pour finir, c'est Francfort-Naples, voilà la dernière affiche de la Ligue des Champions. Donc voilà, les gars, toutes les affiches. Donc, il y a deux gros chocs quand même, le PSG Bayern et aussi Liverpool-Real Madrid. Donc voilà, hier j'ai fait une vidéo, les gars, pour donner mon point de vue, mes équipes qui allaient se qualifier pour les quarts de finale. Et du coup, on connaît les dates. Donc, la première affiche, ça sera le PSG qui jouera vraiment les premiers matchs avec l'AC Milan Tottenham en même temps. Donc, ça sera le 14 février. Ensuite, le 14 février, ça sera mardi. Le mercredi, ça sera le 15 février. Il y aura Dortmund, Chelsea, Bruges, Benfica. Et la semaine d'après, cette fois-ci, ça sera retour du Real Madrid qui ira du côté de Liverpool. Il y aura aussi Francfort-Naples. Et le mercredi d'après, voilà, le 14. Donc, ça sera Leipzig City et Inter Porto. Donc, voilà le programme des matchs allés et le programme des huitièmes de finale, le retour. Donc, après, ça se jouera quasiment un mois après. Donc le PSG, je dis, ça sera le 8 mars, ou par exemple le Real Madrid contre Liverpool au Santiago Bernabéu. Cette fois-ci, ça sera le 15 mars. On va parler de l'Europa League. Donc on commence directement, on voit cette affiche, on a l'impression que c'est une affiche de Ligue des Champions. Non, c'est une affiche d'Europa League. Barcelone contre Manchester United. Donc voilà, c'est du très très lourd dès les 16e. C'est pas les 8e là, c'est les 16e de finale, c'est les barrages. Donc Manchester United affrontera le FC Barcelone 2009 et 2011, deux finales de la Ligue des Champions. Donc avant c'était ce Barça. Manchester, c'est des affiches de finale de Ligue des Champions. Là, ils vont se retrouver en 16e de finale d'Europa League. Donc on peut voir que les temps sont durs voilà, pour ces deux clubs. Et Xavi a l'air très mauvaise, les gars. Pourquoi? Donc l'entraîneur du FC Barcelone, il a réagi par rapport à ce tirage. Le tirage au sort nous a donné le match le plus difficile. Encore une fois, Manchester est un grand rival, le pire que nous puissions rencontrer, bien sûr, vu que le plus gros morceau que le FC Barcelone pourrait rencontrer, ça reste quand même Manchester United. Et du coup, ils héritent de Manchester. Il est un petit peu mauvaise, voilà, parce que tu tapes déjà Manchester dès les 16e. Tu peux peut-être déjà sortir dès les 16e. Et là, ce serait vraiment une catastrophe, bien sûr, pour le Barça de se faire sortir de nouveau en Ligue des Champions. Après, je ne dis pas qu'ils vont se faire sortir, mais bon, voilà, tout peut arriver dans le football, parce que Manchester, ça reste une grosse équipe, et côté Manchester aussi, ils peuvent se faire sortir dès les 16e de finale. On verra, les gars. Donc voilà, le match est lancé. Et Xavi face à Manchester United, quand il a joué du côté du Barça, maintenant c'est le coach, c'est 6 matchs, 3 nuls, 2 victoires, 1 défaite. Les 2 victoires étaient en finale de la Ligue des Champions. Il a fourni une passe décisive dans chacune d'elles en finale de Champions League. Donc voilà, ça se passe plutôt bien, voilà, pour Xavi quand il joue contre Manchester United. Donc c'était à l'époque quand il était joueur. Et le Barça, les gars, est sur une meilleure forme quand même. Lors des derniers matchs, le Barça a remporté ses 4 derniers matchs face à Manchester United, et souvent lors de rencontres mémorables, par exemple lors des finales de Champions League. Et du coup, on pense directement à Cristiano Ronaldo qui fera son retour au Camp Nou, bien sûr, si Ronaldo ne quitte pas l'équipe de Manchester United pendant le mercato hivernal. Donc voilà, et Ronaldo, bien sûr, la dernière fois qu'il était venu du côté du Camp Nou, c'était avec son équipe de la Juventus, son ancien club, et ça a été une belle victoire. Ça a été une victoire 3-0 contre le FC Barcelone. Il a même inscrit un doublé lors de cette rencontre. Donc voilà, on reverra, ça sera février, Ronaldo du côté du Camp Nou. Voilà quelques photos aussi quand il jouait dans son club où il a été le plus performant, l'équipe du Real Madrid. Il venait souvent au Camp Nou lors des Classicos. Voilà quelques photos, le calma bien sûr de Ronaldo, ou même cette célébration qu'il avait fait au Camp Nou, bien sûr, quand il avait marqué un but. Et Ronaldo, les gars, c'est stade face au FC Barcelone. Donc voilà, toute équipe confondue, tout ça. Donc c'est 34 matchs joués, donc 20 buts marqués, 3 passes D, 10 victoires, 9 matchs nuls, 15 défaites. Voilà, avec toutes ces équipes qu'il a pu jouer, donc que ce soit la Juventus ou que ce soit l'équipe du Real Madrid. Et à la fin, il n'en restera qu'un, bien sûr, ça sera deux grands buteurs, Cristiano Ronaldo et Robert Lewandowski. Donc il y en a un qui continuera et un autre qui sera déjà éliminé de la Coupe d'Europe. Et Gérard Piqué va donc manquer un match qui ressemble à son jubilé. C'est dommage, on sait que Gérard Piqué, ce soir c'est son dernier match du côté du FC Barcelone, et du coup il ne jouera pas ce match vu qu'il a pris sa retraite. N'oubliez pas que Gérard Piqué, c'est un ancien joueur de Manchester United. Et les retrouvailles, les gars, entre Frankie de Jong et Erik ten Hag. Erik ten Hag voulait absolument Frankie de Jong l'été dernier lors du mercato. Les deux vont se rencontrer. C'est l'ancien entraîneur et le joueur de l'Ajax Amsterdam.
Rotterdam. On va parler d'une autre affiche les gars, l'autre gros morceau en Europa League c'est la Juventus et tire. Nantes les gars, le FC Nantes tape la Juventus, hein, incroyable. Donc Nantes recevra au match retour, hein, donc voilà, ça c'est une donnée à prendre en compte. Et la Super Ligue Europa en une du journal Équipe aujourd'hui, version Nantes, hein, version voilà cet énorme choc. Hein. Donc éliminé de la Ligue des Champions, reversant C3, la Juventus affrontera Nantes en février, une affiche prestigieuse pour les Canaries. De son côté, Rennes sera opposé aux Ukrainiens du Shakhtar, on en parlera tout à l'heure de Rennes, mais voilà, c'est quand même une belle affiche, hein, ce Juventus Nantes. Hein. Donc la demi-finale de la Ligue des Champions 96. C'est vrai que Nantes avait atteint les demi-finales de la Ligue des Champions en 1996. Donc un petit rappel les gars, le FC Nantes avait perdu 2-0 au match aller et a ensuite réalisé le plus gros match de son histoire au retour en l'emportant 3-2, loupant la qualif de peu. Hein. Donc surtout que vous savez qu'à l'époque il y avait le but à l'extérieur qui comptait et du coup ils avaient été éliminés en demi-finale de la Ligue des Champions, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, ça serait une revanche bien sûr pour le FC Nantes, hein, contre cette équipe de la Juventus, même si la Juventus est bien évidemment favorite, hein, même ultra favorite pour aller au tour suivant. Et le début de l'histoire a démarré au Stade de France il y a 7 mois, elle les emmène aujourd'hui jusqu'à la Juventus en Europa League. L'aventure est incroyable, hein, pour les Canaries, hein, du FC Nantes, hein. Donc voilà, c'est quand même incroyable pour cette équipe qui avait passé les barrages la saison dernière, hein, pour se maintenir, enfin c'était il y a 2 ans, pour essayer de se maintenir donc en Ligue 1 je vous parle. Donc là ils vont jouer quand même un énorme choc, hein, de Coupe d'Europe contre la Juventus Turin. Il y a actuellement plus d'une heure d'attente sur la billetterie du FC Nantes suite au tirage au sort de la Ligue Europa. Les Canaries affronteront la Juventus le 23 février prochain à la Beaujoire et du coup beaucoup de personnes, hein, veulent leur ticket d'or, on peut dire, hein, pour ce match retour, hein, contre la Juventus et peut-être déjà actuellement tous les billets doivent être déjà vendus. On va parler des autres équipes françaises. L'équipe de Rennes les gars jouera contre le Shakhtar, voilà, lors de ses 16e de finale. Hein, Rennes recevra au match retour, hein, donc ça peut se faire bien sûr, hein, pour le stade rennais, je les vois passer et je vois aussi passer l'équipe de Monaco qui hérite du Bayer Leverkusen. Voilà pour les 16e de finale. Donc Monaco recevra également au match retour. On peut voir sinon tous les autres matchs. Donc il y a l'Ajax contre Union Berlin. Il y a le Sporting, hein, qui aurait pu être Marseille, hein, si Marseille les gars n'auraient pas pris ce but en toute fin de match, hein, c'était contre Midtjylland. Donc Marseille, il y aurait eu des chances, hein, qu'ils accèdent aux 8e de finale. Il y a aussi Séville, PSV, aussi Salzbourg, hein, contre l'AS Roma. Et du coup ces 3 affiches des clubs français, hein. Donc sur le Twitter ActuFoot, combien y aura-t-il de clubs français en 8e de finale d'Europa League? Aucun, 1, 2, 3. Donc moi j'ai mis 2, hein. Je vois quand même 2 équipes se qualifier, je vois bien Monaco et Rennes se qualifier. Bon voilà, je serais pour tous les clubs français, bien sûr je serais très content que Nantes se qualifie, mais voilà, je pense que 2 sur 3 serait un très beau bilan. Donc bon, il y en a beaucoup qui mettent quand même aucun ou même un club. Bon, peu de monde à mettre les 3 clubs français qui vont se qualifier en 8e. Et il y avait aussi le tirage de l'Europa Conference League. Donc là voilà, on peut voir toutes les affiches, hein. Donc Braga contre la Fiorentina, pour moi c'est peut-être la plus grosse affiche, hein. Donc un petit rappel à Nice qui est déjà qualifié en 8e grâce à sa première place, ne joue pas, voilà, ce tour là vu que c'est les 16e, hein. Eux ils joueront bien sûr le tour d'après les Niçois. On va parler de la Coupe du Monde et on va parler de l'équipe favorite, hein, c'est le Brésil les gars, et le Brésil a dévoilé sa liste officielle, hein, pour la Coupe du Monde. Et tout d'abord, Roberto Firmino n'est pas sélectionné pour la Coupe du Monde, voilà, c'est officiel, il n'est pas dedans. La même chose les gars pour Philippe Coutinho qui a 30 ans, est absent, hein, de la liste, hein. Il n'est pas là, l'ancien Blaugrana. La même chose les gars pour Gabriel qui a été buteur là, il y a quelques jours, hein, contre l'équipe de Chelsea avec son équipe de Arsenal, il n'est pas dedans, hein, le défenseur brésilien. Et la même chose les gars pour Gerson, le milieu marseillais n'est pas retenu dans la liste de Tite pour disputer la Coupe du Monde, peut-être à cause de son faible temps de jeu là lors des derniers matchs vu qu'il était tout le temps sur le banc et voilà, du coup il n'a pas été sélectionné, hein. Gerson, hein, c'est un gros coup dur pour lui et son papa, parce que son papa avait l'ambition que son fils joue bien sûr cette Coupe du Monde, hein, et du coup il n'y aura pas de Coupe du Monde, hein, pour Gerson. Et les joueurs convoqués cette fois-ci, les 2 anciens lyonnais Guimarães et Lucas Paqueta disputeront leur première Coupe du Monde de leur carrière au Qatar, hein. Félicitations bien sûr à Paqueta et à Guimarães, hein, et Bruno Guimarães tout heureux d'apprendre qu'il va disputer la Coupe du Monde avec son pays, parce que hier c'était retransmis à la télé, hein, puis voilà, tous les Brésiliens ont regardé bien sûr cette liste qui est très importante. Donc nous ça sera demain en France et Guimarães était devant sa télé, il est très très content avec son enfant, hein. La même chose les gars pour Gabriel Jesus, souvenez-vous, il n'était pas dans la liste, hein, lors du dernier rassemblement du Brésil, il était inquiet et du coup il est bien dans la liste pour la Coupe du Monde, hein. C'est bien ça le plus important pour Jesus, on va le féliciter. La belle histoire aussi pour Martinelli les gars, donc en 2019 il signe à Arsenal en provenance d'Ituano, donc une
une équipe de 4e division brésilienne lors du mercato estival pour environ 7 millions d'euros. Et là, il est convoqué pour participer à la Coupe du Monde. Un magnifique trajectoire pour le jeune Martinelli, je crois qu'à seulement 20 ou 21 ans, voilà, un tout début de carrière. Donc lui, il sera au Qatar. La même chose, les gars, pour Dani Alves. Là, c'est l'opposé niveau âge, 39 ans. Et il est convoqué avec le Brésil pour disputer la Coupe du Monde. Dani Alves, pourtant, il ne joue plus actuellement. N'oubliez pas que Dani Alves, les gars, pour ceux qui ne savent pas, il s'entraîne avec le Barça Athletic, donc l'équipe B du Barça, pour garder la forme. Et du coup, Tite l'a quand même convoqué pour une dernière danse. Ce sera sa dernière Coupe du Monde. Ce sera sa 3e et dernière Coupe du Monde, bien sûr. Il ne disputera pas la prochaine aux États-Unis. Donc, il devient tout simplement le joueur brésilien le plus âgé d'une Coupe du Monde. Santos détenait auparavant le record à 37 ans du tournoi en 1966. Et maintenant, c'est Dani Alves, 39 ans, qui a le record, bien sûr, du plus vieux brésilien à disputer une Coupe du Monde. La réaction aussi de Richarlison à l'annonce de sa convocation. Donc là, il attendait, on peut le voir au premier plan. Et dès qu'il a entendu son nom, bien sûr, il a sauté de joie. Richarlison, n'oublie pas qu'il était aussi très inquiet parce qu'il s'était blessé il y a quelques semaines. Et puis du coup, il est bien dans la liste de Tite. La même chose, les gars, pour Neymar, lui aussi qui est qu'à Paris actuellement, donc il a écouté cette liste avec son fils, puis voilà aussi Neymar bien sûr très content. Bon, Neymar lui, il n'y avait aucune surprise, on le savait, mais bon voilà, il voulait vraiment entendre son nom. Et on peut voir du coup tous les autres joueurs convoqués pour cette sélection et brésilienne, et il y a du très très lourd, donc Militao, Marquinhos, Thiago Silva, Alexandro, on peut voir Rafinha, le joueur du FC Barcelone est bien dedans, Anthony, le joueur de Manchester United, Rodrigo, Pedro, c'est un joueur de Flamengo, je crois qu'il y a plus de 9 attaquants quand même du côté du Brésil, donc voilà, la Seleção, il y a Casemiro, il y a Fabinho, Guimarães, Fred, vraiment c'est l'énorme team bien sûr brésilienne. On va parler pour nous, équipe de France, les gars, on va parler de notre premier adversaire, l'équipe de France. On joue le 22, c'est dans exactement 14 jours, on est le 8. Donc le 22 c'est contre l'Australie, l'Australie a dévoilé sa liste, voilà, pour la Coupe du Monde, voilà, c'est officiel, voilà, c'est sur le Twitter officiel bien sûr de cette équipe australienne, donc voilà tous les joueurs, je sais pas si je dois peut-être en connaître un ou deux, bon j'ai pas le temps de regarder tous les noms. Concernant le deuxième adversaire de l'équipe de France, le Danemark, qu'on jouera le 26, le 22, le 26, les deux prochains matchs. Donc le Danemark qui nous avait battu en Ligue des Nations, on connaît la liste des Danois, donc par exemple Eriksen, Delaney, en gros joueur, Braithwaite ou même Kadjer, sont bien présents bien sûr dans cette liste danoise. Et concernant l'équipe de France, donc la liste c'est demain soir 20h sur TF1, je ferai certainement une vidéo juste à la fin de la liste les gars, pour voir s'il n'y a pas de surprise, enfin on verra tout ça. Et on peut voir que Varane sera remis à temps et pour la Coupe du Monde les gars, Varane devrait être présent, ça c'est une bonne nouvelle pour l'équipe de France, lui qui est blessé depuis 2-3 semaines quand même. Raphaël Varane devrait être présent, Varane, donc ça bien sûr c'est une bonne augure pour les Bleus. Et on peut voir les joueurs qui ont performé, les joueurs d'équipe de France qui ont performé par exemple ce week-end en championnat, comme Rabiot 1 but, Diaby 2 buts, Giroud 1 but, Nkunku 2 buts ou même Hernandez 1 but, donc on peut voir à chaque fois qu'ils sont décisifs, donc félicitations bien sûr à ces joueurs. Normalement tout cela devrait être convoqué bien sûr dans la liste de Deschamps demain soir. Concernant la liste de l'Uruguay, donc Araujo va rejoindre sa sélection accompagné d'un membre du staff du Barça pour poursuivre sa reprise et jouer la Coupe du Monde. Araujo devrait disputer la Coupe du Monde, ça c'est une bonne nouvelle pour l'Uruguay les gars. Parce qu'il était incertain, souvenez-vous, il s'était opéré tout ça, puis du coup ça il devrait être prêt à temps à Araujo. Et concernant Darwin Núñez, lui aussi les gars, il devrait être dans la liste. Et on peut voir que du côté de Liverpool, il y a seulement un attaquant qui va jouer la Coupe du Monde, Darwin Núñez, sinon Diaz blessé et pas qualifié, de toute façon avec la Colombie. Salah pas qualifié, Jota blessé, Firmino pas sélectionné, Carvalho encore jamais sélectionné avec l'équipe première du Brésil, du Portugal. Bon après la liste du Portugal n'a pas encore dévoilé, mais bon on ne voit pas Fernando Santos le convoquer, après on ne sait jamais, mais bon, voilà, c'est-à-dire que Darwin Núñez, seul attaquant de Liverpool qui va disputer cette Coupe du Monde. Côté liste, Allemagne les gars, qui va être dévoilé dans les prochains jours, je ne sais pas exactement la date. Donc concernant le jeune Youssoufa Moukoko, et Hansi Flick devrait convoquer le jeune joueur du Borussia Dortmund qui a seulement 17 ans, donc c'est pas encore officiel, mais d'après ce qu'on dit, il devrait être dans la liste, le jeune Moukoko. Drogba les gars, il a dit mon favori pour la Coupe du Monde, le Sénégal, voilà ce que dit Didier Drogba, ancien attaquant de la Côte d'Ivoire, son équipe favorite, ça reste quand même l'équipe sénégalaise. On peut voir qu'il y a déjà beaucoup de supporters, par exemple des supporters sénégalais qui sont déjà au Qatar, pourtant la Coupe du Monde commence dans un peu moins de 2 semaines, et la Coupe du Monde est déjà dans un peu moins de 2 semaines, les Sénégalais sont déjà sur place, et en plus sont super chauds, donc il y a déjà des supporters sénégalais, il y a aussi des supporters marocains qui sont déjà au Qatar, voilà, à moins de 2 semaines, la Coupe du Monde, et aussi beaucoup de supporters aussi argentins, voilà, aussi qui sont en nombre du côté du Qatar, voilà, en attendant bien sûr le début de la Coupe du Monde.
On va parler rapidement les gars de ce OMOL. Souvenez-vous, c'était dimanche soir, c'était l'Olympico. Et regardez là, une journal Le Progrès. Donc là, Le Progrès en gros, ça équivaut au journal La Provence du côté de Marseille. Donc là, Le Progrès c'est du côté de Lyon. Et on peut voir qu'il y a un problème. OM 0, OL 1. C'est plutôt l'inverse. Ils se sont trompés les gars dans la une. Donc voilà, bien sûr, ça a beaucoup fait parler. Cette une. Et toujours avec cet Olympico qui s'était joué avant-hier. Mais il y en a un qui s'était joué il y a 13 ans, jour pour jour. Et l'OL et l'OM se séparaient sur le score de 5-5 au terme d'un Olympico absolument intenable, le plus grand match de l'histoire de notre championnat, ce 5-5 les gars, lors de ce Lyon qui joue au stade Gerland à l'époque contre l'Olympique de Marseille. Donc ça a été un match complètement fou, c'était il y a 13 ans, jour pour jour. Et concernant le prochain match de Lyon, les gars, Lyon joue vendredi soir à domicile contre Nice, ce sera le dernier match de Lyon. Et Benzema devrait être présent les gars lors de cette rencontre et devrait même présenter son ballon d'or à la mi-temps du match Lyon-Nice vendredi soir. Donc voilà une petite info concernant Karim Benzema, parce que même s'il joue avec le Real Madrid, le Real joue jeudi soir, donc après il sera en vacances Coupe du Monde, et du coup il sera à Lyon vendredi. Et on finit les gars cet épisode juste avec, on prend la direction du continent sud-américain, on va parler un petit peu des matchs très mouvementés. Tout d'abord en série B les gars, donc la fin du match de Sport Recife s'est soldée par 6 cartons rouges, donc 5 dans les 10 dernières minutes, un score final 0-0. Mais bon, on peut voir que l'équipe de Sport Recife les gars a complètement pété un câble, enfin les joueurs, 81e, 4-1-2, 4-1-2, 4-1-8, 4-1-9, ils ont tous pris un carton rouge, donc 0-0, quand même ils n'ont pas pris de but, c'est quand même incroyable. Et un autre match, donc là c'était en Brésil, en série B, et du côté en Argentine, lors du trophée des champions argentins opposant le Boca Juniors au Racing, donc 10 cartons rouges ont été distribués par l'arbitre, 10 cartons rouges, c'est incroyable, regardez, ça a été un festival de cartons rouges, donc à partir de la 90 plus 5 au-dessus, donc après 90 plus 5, après prolongation, puis après 120 plus 4, 120 plus 5, 120 plus 6, 120 plus 6, 120 plus 7, 120 plus 8, puis voilà, et même Benedetto après un rouge, le dernier tout en bas, ça a été n'importe quoi les gars lors de ce match. Et c'est le Racing les gars qui s'est imposé contre le Boca, donc 2-1. Donc voilà, c'est cette équipe, ils ont pris beaucoup de cartons rouges, mais ils ont remporté le trophée des champions argentins. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui concernant cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain les gars pour le prochain numéro. Ciao à tous.